Pendant toute la visite du président Trump à Pékin, on lui a déroulé le tapis rouge. Il y avait tout le décorum possible. Les drapeaux qui flottaient, les enfants, les cérémonies, tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente vraiment valorisé. Mais une fois tout ça terminé, quand on regarde concrètement ce qui s'est passé pendant cette visite, eh bien, il n'y a pratiquement rien. C'est exactement ce à quoi on s'attendait dès le départ. On vous avait dit qu'il y aurait sans doute beaucoup de mise en scène, beaucoup de cérémonial et pas grand-chose de concret à en tirer. Cela dit, c'était quand même un moment important, parce que les États-Unis doivent entretenir de bonnes relations avec la Chine. C'est essentiel. Donc même dans ce contexte, il y avait une certaine valeur. Mais une fois les discours aimables terminés et les tapis rouges remballés, le président Trump est monté à bord d'Air Force One et a pris la direction du retour. Et d'ailleurs, cette chose affreuse l'attend toujours. Elle n'a jamais disparu. La question c'est, qu'est-ce qu'il va faire à propos de la guerre avec l'Iran? Parce que ça ne va nulle part. Le rendement des obligations à 10 ans est maintenant passé au-dessus de 4,5%. La bourse ne se porte pas aussi bien. Les prix du pétrole recommencent à grimper parce que toutes ces bombes à retardement dont je vous parle sans arrêt sont bien réelles. Et on ne peut les manipuler qu'un certain nombre de fois, avec des mots ou des publications sur les réseaux sociaux, avant qu'elles ne finissent par s'imposer d'elles-mêmes. Et on approche très vite de ce moment où la pénurie physique ne pourra plus être masquée par un nouveau prélèvement dans les réserves stratégiques de pétrole. Et ça va avoir un impact sur le peuple américain et sur nos alliés partout dans le monde. On ne peut plus le cacher. Le président Trump est maintenant sous une pression grandissante, surtout depuis que Pékin n'est plus une option. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? D'après moi, il a deux grandes possibilités. On va en parler dans un instant. D'autres, d'ailleurs, voient aussi deux options, mais un peu différentes de celles auxquelles je pense. Mais au final, aucune de ces options n'est vraiment bonne pour le président Trump. L'une des conversations qu'il a eues peu après la rencontre de Pékin, alors que tout le monde commençait déjà à se reconcentrer sur l'Iran, même avant qu'il ne quitte Pékin, c'était avec Bret Baier sur Fox News. Et il faut le reconnaître, Fox News a posé des questions assez désagréables, des questions auxquelles le président Trump n'avait pas envie de répondre. L'une des plus importantes, c'était « Avez-vous sous-estimé la capacité de l'Iran à endurer la souffrance ?» Avez-vous sous-estimé la capacité de l'Iran à supporter la douleur? Non, je n'ai rien sous-estimé du tout. On les a frappés incroyablement fort. Regardez, on a laissé leurs ponts, on a laissé leur réseau électrique, on pourrait tout détruire en 2 jours. 2 jours. Tout. On a épargné l'île de Karg, sauf, j'ai dit, frapper partout, sauf sur les vannes d'où sort le pétrole. Parce que si on touche à ça, on perd un peu de pétrole. Mais il se passe quelque chose d'incroyable. Des navires arrivent au Texas et en Louisiane, ils vont jusqu'en Alaska et ils se chargent de pétrole comme on n'en a jamais vu auparavant. C'est typique de Trump, ça. Personne ne lui a demandé « Est-ce que vous avez fait exploser des trucs en Iran ou est-ce que vous vendez du pétrole au Texas ?» Ce n'était pas ça, la question. La vraie question, et elle est essentielle, c'était « Avez-vous sous-estimé la capacité de l'Iran à endurer la souffrance? Est-ce que vous les avez sous-estimés? » Et ça, c'est le cœur du problème. Tout le monde savait qu'on pouvait larguer beaucoup de bombes, tirer des missiles, frapper des cibles et tuer beaucoup de gens. Ça, personne n'en doutait. La vraie question, celle qu'il fallait poser, et à laquelle il aurait fallu répondre avant même d'autoriser la première bombe à tomber, c'est qui tiendra plus longtemps que l'autre? L'Iran peut-il supporter plus longtemps la douleur que ces bombes vont infliger, que nous ne pourrions supporter celle provoquée
par la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, le président Trump répond comme toujours. D'abord non, bien sûr que non, je ne me trompe jamais. Tout ce que je fais est juste et ça marche à chaque fois. Et ensuite, il commence à inventer des trucs. Et enfin, regardons simplement ce qu'il a dit à propos du Texas, de la Louisiane, de l'Alaska et tout le reste. Il y a un peu de vrai là-dedans. C'est vrai qu'on exporte beaucoup de pétrole. Mais franchement, pour ceux qui comprennent comment fonctionne réellement le système pétrolier aux États-Unis, il avance à la vitesse d'un glacier. Un paresseux ou un escargot, à côté, c'est de la foudre. On ne peut pas simplement ouvrir un robinet et dire « Très bien, on produisait tant de barils, maintenant on va juste doubler » ou quelque chose comme ça. Changer la quantité de pétrole produite, ça prend du temps. Donc si on modifie la quantité de pétrole distribué ou exporté, ça veut dire qu'il faut bien le prendre quelque part. Par exemple, dans la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. C'est ça qui a permis à tous ces cargos vides d'arriver pour remplir ces superpétroliers, les VLCC et d'autres types de navires. Parce qu'on leur a donné notre réserve stratégique de pétrole. Formidable, non? Très bien pour les compagnies pétrolières. Elles peuvent vendre énormément de pétrole et gagner beaucoup plus d'argent à court terme. Bien sûr, le prix du pétrole est aussi plus élevé, donc ils gagnent encore plus. En ce moment, ils nagent littéralement dans l'argent. Mais ils savent très bien que c'est un pic temporaire. Ils comprennent que les fondamentaux derrière tout ça ne sont pas favorables à une production durable sur le long terme. Ce sont deux choses différentes. Je suis sûr qu'ils vont encaisser tout ce qu'ils peuvent maintenant, mais ils regardent déjà à 12, 18, 24 mois d'ici, en essayant de voir ce qu'ils pourront faire ensuite. Le président Trump, lui, ne réfléchit pas à 12 mois d'avance sur quoi que ce soit. On a de la chance s'il pense 12 minutes à l'avance, même pas 12 jours, à mon avis. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Il a encore une fois complètement détaché son esprit de la vraie question, de la question essentielle. Parce que, comme Joe Camp vous l'a expliqué dans notre émission, lui qui faisait partie de l'administration pendant une bonne partie de ces discussions, le président Trump savait qu'il y avait de fortes chances que l'Iran attaque nos bases. Il savait aussi qu'ils allaient probablement s'emparer du détroit d'Ormuz et que tout ça allait provoquer de sérieuses difficultés économiques. Autrement dit, il avait toutes les informations nécessaires à l'avance. Et donc, toute personne raisonnable aurait pu se poser la question, d'accord, qui peut tenir le plus longtemps? Les Iraniens, qui ont traversé 8 ans de guerre Iran-Irak et des décennies de sanctions qu'on leur a imposées. Ou bien nous, qui perdons la tête dès que le prix de l'essence augmente de 20 centimes et que ça déclenche toutes sortes de problèmes diplomatiques. Pardon, politiques, ici, chez nous. Pas besoin d'être un génie pour comprendre la réponse à ça. Mais le président Trump, lui, ne voulait rien entendre de tout ça. Il veut seulement entendre ce qu'il a envie d'entendre. Quand on lui annonce de bonnes nouvelles, il adore ça. Mais quand on lui pose des questions difficiles ou qu'on lui apporte des nouvelles qu'il ne veut pas entendre, il fait simplement comme si la question n'avait jamais été posée, comme si le fond du problème n'existait pas. Sauf qu'il est bien là. Eh bien, dans cette même interview, il est revenu à ce qu'on peut appeler sa couverture de sécurité, un peu comme Linus Lucy et Charlie Brown, tout ce monde-là. Et cette couverture, c'est de dire, vous savez quoi, peu importe la question, j'ai toujours ma réponse toute prête. Nous sommes la puissance militaire la plus incroyable de toute l'histoire. Nous avons la plus grande armée du monde. On l'a prouvé avec le Venezuela, on l'a prouvé avec l'Iran. L'Iran est anéanti sur le plan militaire. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous savez, on leur a laissé un répit en s'arrêtant un petit moment. Nous avons un blocus. Aucun bateau n'entre. Aucun bateau n'envisage même de le faire. On en a parlé aujourd'hui.
C'est très intéressant. Mais ils sont impressionnés et nous avons une armée formidable. Nous avons major armée que nous gagnons mais you. No major de mon mythe. Partout dans le monde. On est meilleur que la Chine. On est meilleur que la Russie. Oui, ils ont plein de choses, c'est vrai. Je sais que la Chine a une capacité de construction navale environ 200 fois, pas pour cent, 200 fois plus grande que la nôtre. Leurs stocks de missiles sont bien plus importants et leur capacité industrielle à les produire et à les maintenir dans le temps est franchement d'un tout autre ordre de grandeur. Bien supérieure à la nôtre. Et bien sûr, la Russie compte maintenant autour de 2 millions de soldats actifs. Leur capacité industrielle est incroyable, sans commune mesure avec ce qu'elle était au début de cette guerre. Oui, c'est vrai, ils nous dépassent largement sur tout ça. Mais vous savez quoi? Ne vous en faites pas. J'ai dit qu'on était les meilleurs au monde. Et il dit, dans ce même extrait, qu'on a dévasté le camp iranien. Militairement, selon lui, ils sont quasiment vaincus. Alors on se demande, est-ce qu'il invente tout ça ou est-ce qu'il reçoit vraiment des informations de certains de ses commandants qui lui disent ce genre de choses? L'amiral Cooper, le commandant du Central Command, affirme que 90% de l'industrie de défense iranienne a été détruite après la campagne. C'était il y a seulement quelques jours, hier pour être précis. Et là, on se demande vraiment, de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a eu toutes sortes de fuites et de rapports de renseignements qui disent ce qui est de toute évidence vrai, puisqu'on en voit les effets sur le terrain, là où, justement, Daniel Davis mène ses analyses approfondies. On se soucie toujours de la vérité. On regarde ce que les gens disent, on lit leurs commentaires. Mais si sur le terrain, ça ne correspond pas, on se fie d'abord à ce que dit le terrain, avant de croire qui que ce soit ici. Quand vous l'entendez dire « oui, on intercepte », c'était quoi déjà l'autre affirmation? Que plus de 90% de leurs missiles sont interceptés. Et maintenant, ils adorent ce chiffre de 90%. Et puis, 90% de l'industrie de défense iranienne aurait été détruite. Alors, dans ce cas, pourquoi y a-t-il un cessez-le-feu? Le président Trump disait, dans les extraits qu'on vient d'entendre, « Oh, vous savez, on leur a juste accordé une petite pause. » On n'accorde pas de pause à son ennemi. La seule chose que tu vas casser, c'est leur nuque, avec ta botte, si tu continues à appuyer. Si tu gagnes, si tu es en guerre, et oublie toute la logique, la morale ou quoi que ce soit d'autre. Dans une guerre où ton but est de tuer, de détruire et d'atteindre un objectif politique par la force militaire, si tu es à 90% du chemin, personne ne relâche jamais la pression. Et nous, on ne l'a pas fait. La seule raison pour laquelle, depuis une position supposée de supériorité, tu lèverais le pied et tu chercherais un cessez-le-feu, c'est parce que tu n'as plus de carburant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans ce cas précis, ne plus avoir de carburant, ça voulait dire qu'on manquait de missiles, des missiles offensifs et défensifs. On commençait à en manquer, et on voyait bien que ça n'avait pas l'effet escompté sur eux. Les rapports des services de renseignement ont révélé qu'au moins 30 des 33 batteries de missiles et structures de défense souterraines situées le long du golfe Persique et du golfe d'Oman, sur les côtes avancées du côté iranien, sont de nouveau pleinement opérationnelles. Et beaucoup d'entre elles étaient encore partiellement actives avant même ça. La plupart n'avaient même pas encore été touchées. Donc c'est évident. Et là, je parle seulement de celles qui se trouvent le long des voies maritimes. Il y en a des dizaines d'autres réparties dans tout le pays, qui, rappelons-le, est aussi vaste que la majeure partie de l'Europe de l'Ouest. Alors, dire que 90% de tout ça aurait été détruit, c'est impossible. Ils avaient prévu tout cela, et ils les ont construites sous terre, justement pour qu'on ne puisse pas les détruire.
Souvenez-vous, je vous ai dit que le site de Yazd avait été frappé au moins 7 fois, et c'était en mars. L'un des autres sites aurait apparemment été touché 22 fois. Aujourd'hui, il est de nouveau opérationnel, totalement opérationnel. Voilà la réalité. Mais vous voyez, le président Trump, lui, ne traite pas avec la réalité. Il agit selon ses préférences. C'est ce qu'il aimerait voir, ce qu'il voudrait avoir. Et en fait, ça va un peu plus loin. Ce n'est pas seulement qu'il pense avoir la plus grande armée du monde, c'est qu'elle accomplit tout ce qu'il veut. Maintenant, je ne sais pas s'il écoute l'amiral Cooper, là. Je ne sais pas si d'autres personnes lui disent que tout se passe bien ou pas. Mais voilà ce qu'il a déclaré à bord d'Air Force One sur le chemin du retour. J'ai eu une victoire militaire totale, mais les fake news, des types comme vous, écrivent ça de travers. Vous êtes un faux, et des gens comme vous racontent les choses n'importe comment. On a eu une victoire militaire totale, on a anéanti toute leur marine, on a détruit toute leur aviation, on a éliminé toutes leurs armes antiaériennes, on a neutralisé tous leurs radars, on a éliminé tous leurs chefs, les numéros 1. Ensuite, on a éliminé tous les chefs de la 2e division et on a éliminé plusieurs chefs de la 3e division. Ils sont complètement perdus. On a eu une victoire totale, sauf pour des gens comme vous qui refusent d'écrire la vérité. Vous savez, vous devriez écrire honnêtement. Je pense même que ce que vous écrivez, c'est presque de la trahison. Mais vous, le New York Times et CNN, franchement, vous êtes les pires. Bien sûr, si vous avez vu certains de mes posts sur X quand il avait déjà dit ça, ce n'est pas la première fois qu'il parle de trahison à ce sujet. Pour lui, si vous rapportez la vérité, c'est-à-dire si vous dites autre chose que sa propre version de ce dont il parle, alors vous êtes un traître. Et encore une fois, on revient toujours à ce qui se passe sur le terrain. Donc, quand vous dites que toutes leurs forces aériennes et toutes leurs défenses antiaériennes ont été éliminées, qu'il ne leur reste plus rien. Eh bien, expliquez-moi ce graphique. Il date d'avril, du début du mois d'avril, donc il y a plus d'un mois. C'était pendant la phase active des combats, donc je ne pense pas que ces chiffres aient beaucoup évolué depuis. Mais regardez tous ces appareils endommagés ou détruits. Ça fait quand même un nombre assez élevé pour un pays qui, soi-disant, n'est toute capacité de défense numérique. Je dis juste ça pour commencer. Mais le reste est tout aussi faux. Qui contrôle le détroit d'Ormuz aujourd'hui? Qui le contrôlait le 28 février? Qui le contrôlait le 1er mars et le 27 février? Eh bien, personne. Il était complètement ouvert, libre de toute entrave. Personne n'a bloqué le moindre flux, tout le commerce, tout le trafic pétrolier, tout le gaz naturel, tous les produits dérivés, tout circulait librement. Tout fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce qu'on décide de déclencher une guerre. Et maintenant qu'on ne peut pas la gagner militairement, et qu'à cause de nos propres actions, on a poussé l'Iran dans un combat existentiel, leur principal levier, c'est devenu le détroit d'Ormuz. Ils le tiennent fermement, ils ne l'ont jamais lâché. Et nous, on n'a pas la capacité d'ouvrir ce point. Vous voyez, on a vidé d'énormes, vraiment d'énormes parties de nos arsenaux, les missiles les plus importants pour notre sécurité nationale, les missiles de croisière JASSM à longue portée, les Tomahawk, les intercepteurs THAAD, les intercepteurs longue portée, les PAC-3, les plus modernes qu'on possède. Si vous avez vu Ted Postol dans notre émission aujourd'hui, vous savez que le nombre de missiles que ces systèmes arrivent réellement à abattre est assez faible. Mais au moins, ils font quelque chose. Et là, on commence même à en manquer. Ce qui veut dire que plus tard, ils pourraient tirer des modèles encore plus anciens, des engins qu'il serait normalement facile d'intercepter. Mais si on n'a plus de missiles du tout, rien ne sera intercepté. Et tout passera. C'est la réalité. C'est pour ça qu'on a accepté le cessez-le-feu, parce qu'on ne pouvait pas arrêter leurs missiles.
On commence à manquer de nos propres missiles, aussi bien offensifs que défensifs. On ne détruit pas ces villes de missiles. Et quand on voit qu'on tire 7 fois sur l'une, 22 fois sur une autre, et qu'on ne les détruit toujours pas, on comprend qu'on gaspille littéralement nos munitions. On fait juste exploser des tas de rochers sur le flanc d'une montagne de granit. Et pendant ce temps, on vide nos stocks, encore et encore, sans réduire les capacités de l'ennemi. Et maintenant, tout le monde le voit. La Russie le voit. La Chine le voit. On dirait que les seuls qui ne le voient pas, ce sont ceux de Washington. Eh bien, ils vont devoir ouvrir les yeux très bientôt, parce que, encore une fois, l'horloge tourne. Trump adore éviter les choix difficiles et les décisions compliquées. Mais le temps joue contre lui, et il ne va pas pouvoir continuer comme ça encore très longtemps. Alors, il y a un autre point que je trouve important à ce stade de la discussion. On a un peu parlé des origines de cette guerre. On a reçu Joe Kent dans l'émission. Il faisait partie du gouvernement à l'époque. Et il a dit, écoutez, c'était les Israéliens. C'était les Israéliens. Tu te souviens, par hasard, tu avais eu le secrétaire d'État Marco Rubio à l'antenne. Je crois que c'était le 3e ou le 4e jour de la guerre. Et il avait admis, sans vraiment le vouloir, que oui, Israël allait attaquer et qu'on ne pouvait pas les laisser attaquer seuls. Donc, on a dû intervenir. C'était ça, la menace imminente, la raison immédiate pour laquelle on a dû y aller à ce moment-là. Et bien sûr, après coup, il a essayé de se rattraper, mais seulement après s'être rendu compte qu'il avait, disons, dit tout haut ce qu'il n'aurait pas dû dire. Nous savons depuis le début qu'il n'y avait aucun intérêt américain en jeu. C'est une évidence. Nous vous avons dit clairement que cette histoire de menace imminente d'armes nucléaires est absurde. Il n'y en avait pas, puisque nous les aurions soi-disant détruites, complètement anéanties en 2025. Donc non, ce n'est pas comme si un fantôme ressurgissait soudainement et qu'on se retrouvait à 2 semaines d'une bombe nucléaire. Même si le secrétaire Wright l'a encore répété cette semaine lors d'une audition, c'est toujours aussi absurde et franchement embarrassant. C'est tout simplement physiquement impossible. Mais j'imagine que ça ne pose pas de problème. Alors, dans une des interviews avec Sean Hannity sur Fox News, le président Trump a été interrogé sur ce qu'on attend ou non de l'Iran. Et puis il en est venu à expliquer pourquoi on a fait tout ça, en énumérant plusieurs pays qu'il pense avoir aidés. À votre avis, qui est en tête de cette liste? On n'en a pas besoin, vraiment pas. On n'en a pas besoin du tout. D'accord? Très bien. Enfin, on pourrait dire, tu vois, pourquoi on fait tout ça? On le fait pour aider Israël, pour aider l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et aussi le Koweït et d'autres pays comme Bahreïn. Ça aide aussi la Chine. Je lui ai dit aujourd'hui, tu sais, on t'aide, et on t'aide aussi d'une autre manière. Parce que je ne pense pas que la Chine veuille que l'Iran ait une arme nucléaire non plus. Je lui ai dit, ne fais pas n'importe quoi. Toi non plus, tu n'as pas besoin qu'ils aient une arme nucléaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il ne va pas vraiment réagir. C'est un type plutôt calme. Il ne va pas dire « Ah oui, c'est un bon point. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ?» Quel excellent point. Tu crois qu'il était d'accord? C'est l'impression que ça donnait. Moi, je ne pense pas qu'il veuille que ça se termine. Non, il aimerait bien que ça se termine. Mais il a été correct à ce sujet. Je n'ai aucun doute que la Chine aimerait que tout ça se termine. Personne ne voulait cette guerre. Enfin, quand je dis personne, je me corrige, comme il vient de le révéler. Israël voulait cette guerre. L'Arabie Saoudite ne la voulait pas. Les Émirats Arabes Unis ne la voulaient pas. Le Qatar, Bahreïn, le Koweït, personne ne voulait cette guerre. L'Iran, clairement, ne la voulait pas non plus. Alors qui la voulait? Israël. Benjamin Netanyahou. Et il a convaincu Trump d'y aller. Il n'y avait absolument aucun enjeu de sécurité nationale pour les États-Unis. Rien n'était en jeu. Je veux dire, l'Iran
Je crois que leur budget militaire annuel, depuis longtemps, tourne autour de 11 ou 12 milliards de dollars. Le nôtre, c'est environ $1 billion par an. Donc, ça n'a rien à voir. Ça écrase complètement le leur. Ils ne représentent pas une menace pour nous et ils ne l'ont jamais été. Donc, la seule raison pour laquelle on irait faire la guerre à quelqu'un, ce serait parce que quelqu'un d'autre en profite. Ou bien parce qu'un de vos amis vous a poussé, vous a convaincu, je ne sais pas, peut-être même manipulé à le faire. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Mais il n'y a qu'en Israël, et je vous ai montré certains de leurs médias, qu'on pense encore que même la guerre de 2025 en valait la peine. Ils pensent que celle-ci aussi en vaut la peine. Ils estiment juste qu'elle n'est pas encore terminée. Alors, Daniel Davis, dans l'un de ses nouveaux articles aujourd'hui, répète qu'Israël ne veut pas d'un accord négocié. Pour eux, tout accord négocié est une mauvaise affaire, et ils n'en veulent pas. Ils veulent reprendre le combat parce qu'ils se moquent de tous ces accords internationaux. Ils ne s'inquiètent pas d'obtenir de l'énergie ou quoi que ce soit d'autre. Ils peuvent très bien s'en occuper eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils sont complètement indifférents, sans la moindre préoccupation pour le reste du monde. Surtout pour l'Afrique, qui pourrait en payer le prix le plus lourd, et pour l'Asie, qui en paie déjà un prix énorme. Le rationnement a déjà commencé, y compris en Australie. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils ne se soucient pas des citoyens américains, et encore moins des 13 Américains qui sont morts, ou des 400 blessés pendant les 40 premiers jours de combat. Non, ça non plus, ça ne les préoccupe pas. Ni de ceux qui mourront si on continue. Ils ne se soucient pas de nos 16 bases qui ont été touchées. Ils ne se soucient pas des milliards de dollars de radars américains détruits. Ils ne se soucient pas non plus de tous ces avions qui ont été anéantis. Ils se fichent complètement de tout ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on reparte en guerre. Bien sûr, c'est insensé, parce que ce sont des imbéciles au plus haut degré. Ça ne marchera pas. On en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Même en prêtant les forces armées des États-Unis, en les mettant à la disposition de Benjamin Netanyahou, et en gros en disant « Allez-y, prenez nos troupes et faites-en ce que vous voulez, avec les vôtres. » Parce qu'il n'aurait jamais pu mener cette guerre tout seul. Jamais. Il n'aurait jamais attaqué l'Iran s'il avait dû le faire seul, parce qu'il ne le peut pas. Sinon, tout le feu se serait concentré sur lui, et il n'aurait pas été dispersé un peu partout ailleurs. Tous les dégâts que vous voyez aujourd'hui seraient tombés uniquement sur Israël. Évidemment, ils ne peuvent pas encaisser ça, et ils n'en ont pas les moyens. Je pense que je ne suis même pas sûr qu'ils aient ces avions de transport ou ces ravitailleurs capables de parcourir de telles distances pour vraiment utiliser une grande partie de leur puissance aérienne sans les États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas le faire seuls. Avec nous, ils peuvent lancer l'opération, mais ils ne peuvent pas la terminer. Et c'est ça le point essentiel qu'il faut bien comprendre ici. Mais maintenant, la question c'est, où est-ce qu'on va aller à partir de là? Parce qu'il va falloir décider. Cette affaire va se terminer d'une manière ou d'une autre, ou bien elle va rester une sorte de conflit gelé, parce que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et qu'il n'a aucune intention de le lâcher. Donc, pour qu'ils acceptent de l'ouvrir, il faudra quelque chose de notre part. Sinon, il restera fermé, ou du moins fermé selon nos conditions. Comme le dit le ministre des Affaires étrangères Aragchi, il est prêt à l'ouvrir, mais à ses conditions. Pour ce qui nous concerne, le détroit d'Ormuz est ouvert et tous les navires peuvent y passer, sauf ceux appartenant aux pays qui sont en guerre contre nous, qui nous combattent. La situation dans le détroit d'Ormuz est très compliquée en ce moment et nous faisons tout notre possible pour aider les navires à traverser en sécurité. Tout reviendra à la normale une fois que l'acte d'agression aura totalement et complètement pris fin.
the act of aggression is totally and completely ended. So, to recall, Et pour rappel, le détroit d'Ormuz était complètement ouvert le 27 février. Il n'y avait aucun problème, aucune obstruction. Je crois que le prix du baril de pétrole tournait autour de $60. 60-something dollars a barrel. Un peu élevé, mais pas tant que ça. Je crois que c'était autour de $50 plus tôt dans l'année. In the year, and because of the tensions that had risen up a little while, absent Et à cause des tensions qui sont apparues il y a quelque temps, sans ces tensions, on serait probablement encore autour des $50. obviously quite a bit better than Clairement, ce serait bien mieux que la situation actuelle. D'ailleurs, laissez-moi regarder le cours en direct. 105. Il est à 105 en ce moment. Et bien sûr, d'habitude, à cette heure-ci, le président Trump a déjà dit quelque chose pour manipuler le marché et le faire baisser un vendredi. C'est un peu sa spécialité. Mais apparemment, là, il n'a rien dit. Donc même s'il intervient souvent à ce moment-là, surtout avec le marché des obligations à 10 ans, vous avez vu Robert Barnes en parler dans notre émission, c'est souvent un déclencheur pour lui. Et pour l'instant, à 3 heures de l'après-midi, il reste encore du temps. At least so far at 3 o'clock in the afternoon, I mean, there's still time. The market's still open, so I'm definitely. Le marché est encore ouvert. Donc oui, je garde un œil sur ce qui se passe. Son habitude, c'est d'agir quand le taux à 10 ans s'approche de 5,5%. Et là, il est au-dessus de ce niveau. Du moins, c'était le cas la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, le pétrole est haut et le rendement à 10 ans aussi. Ce sont des choses qu'il n'aime pas. Et pour l'instant, il n'a rien fait. Peut-être parce qu'il ne peut rien faire et qu'il comprend que parler maintenant ne servirait à rien, puisque plus personne n'y croit. Même Sergueï Lavrov, on va en parler dans un instant, quand on évoque nos alliés, eh bien dans la région, ils ont été durement touchés, parce qu'ils nous ont écoutés, et parce que nous les avons entraînés dans une guerre qui les a tous affaiblis. Maintenant, les alliés de l'Iran, surtout la Chine. Iranian allies, primarily China. I'm not talking about the proxies, but I'm talking about the major. Je ne vais pas parler des intermédiaires, mais des grands acteurs, la Chine et la Russie, qui ont aidé l'Iran dans plusieurs dossiers. Alors maintenant, je pense que vous voyez bien que la Chine, beaucoup de gens espéraient que quand Trump est allé en Chine, il réussirait à les convaincre d'aider à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Et tout ce que la Chine a dit, c'est « Oui, on aimerait que ça se termine et on pense que personne ne devrait faire payer de péage. » Et voilà, juste des mots. Pas d'action, pas de menace, aucune pression sur l'Iran, en tout cas rien qu'on ait pu constater. Et clairement, d'après ce que dit l'Iran, personne ne leur met la moindre pression. Du côté russe, Sergueï Lavrov, en parlant du détroit d'Ormuz, souligne simplement l'évidence. Talking about the Strait of Hormuz points out the obvious. Nous devons comprendre les causes profondes de chaque conflit. Et ici, nous savons très bien quelle est la cause. Une agression non provoquée des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Aujourd'hui, tout le monde appelle l'Iran, et d'autres encore, à ouvrir le détroit d'Ormuz. Je voudrais vous rappeler qu'avant le 28 février, avant le début de cette agression, il n'y avait aucun problème, absolument aucun avec le détroit d'Ormuz. La navigation y était assurée, totalement sûre, en pourcent. Donc quand cette agression contre l'Iran était lancée, l'objectif était clair. On a déclaré vouloir mettre fin à cette période de l'histoire où, soi-disant, l'Iran faisait régner la peur et la terreur chez ses voisins. C'est la même chose que pour l'enlèvement du président Maduro au Venezuela, quand on l'a accusé de trafic de drogue. Et puis on a découvert que les États-Unis ne s'intéressaient pas vraiment au trafic de drogue, mais au pétrole. C'est pareil ici. Ce qui les intéresse, c'est le pétrole qui doit passer par le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est pas l'Iran qui a bloqué le détroit d'Ormuz. Now, listen, you may not like Sergei Lavrov. Écoutez, vous n'aimez peut-être pas Sergueï Lavrov. Vous détestez peut-être la Russie. Très bien si c'est votre position. Mais ses propos sont clairement exacts. Le détroit était ouvert avant ça. Cette chose dont le président Trump adore parler, à quel point notre armée est formidable. Regardez ce qu'elle a fait au Venezuela.
Regardez bien, nous n'avons pas conquis le Venezuela. On a eu un accord interne et on est intervenu avec un grand déploiement de force. Un truc spectaculaire pour la télé, avec des hélicoptères, des explosions en arrière-plan, tout un décor taillé pour la télévision. Et c'était vraiment ça, un spectacle télévisé. On a tué un paquet de leurs gens. On n'a perdu aucun des nôtres, parce que c'était pas un vrai affrontement. Tout ça, c'était préparé et orchestré de l'intérieur. Ce n'était pas une grande victoire militaire, c'était une grande victoire de communication qui a fini par coûter la vie à beaucoup de gens. Donc oui, le sang était bien réel, du moins pour leur camp. Mais au fond, il n'y avait rien derrière tout ça. Vous voyez, ce n'était pas une histoire de trafic de drogue, ce n'était pas une opération pour intercepter des bateaux. Tout ça, c'est une couverture. En réalité, c'était entièrement lié à ce dont le président Trump se vantait sans arrêt à l'époque, et dont il se vante encore aujourd'hui, le pétrole vénézuélien. Et vous avez entendu le président Trump dire, dès le début de cette guerre, dans les tout premiers jours, « Je n'accepterai rien d'autre qu'une reddition sans condition », parce qu'il pensait que son armée était imbattable. Il croyait que ça allait se passer comme au Venezuela. Alors on a dit « reddition sans condition, point final ». Et lui, il a répondu « on va prendre leur pétrole. C'est ça qu'on va faire ». Il l'a dit dès le début. Mais depuis, il n'a plus répété cette partie-là, parce qu'il a fini par comprendre que « ah mince, ça va pas marcher, ce n'est pas le Venezuela ». Et on n'avait personne sur place à l'intérieur. Et là, bizarrement, leur pays est différent. Leurs forces armées sont différentes. Leur religion est différente. Leur histoire, leur géographie, tout est compliqué et rien n'a fonctionné. Donc il n'a plus reparlé de ça, mais il l'a bien dit, révélant ses intentions. Et ça, c'est vrai. Alors maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on va à partir de là? Si on ne peut pas gagner militairement, et jusqu'ici on a bien vu que ce n'était pas possible, alors il ne faut pas croire toutes ces histoires selon lesquelles on aurait détruit 90% de leur capacité ou abattu 90% des missiles. C'est évidemment faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour moi, il y a vraiment deux options. Soit on mise sur la diplomatie, soit on se retire. Je ne vois pas de troisième voie. Je ne dis pas que l'option militaire en est une, parce qu'elle ne l'est pas. On peut faire exploser encore des rochers sur le flanc d'une montagne. On peut tuer beaucoup de gens en Iran. Bien sûr qu'on le peut, parce qu'il y a beaucoup de cibles à la surface. Il y a 93 millions d'habitants. Tu peux très bien tuer des gens si tu veux, ça ne posera pas de problème, mais ça ne mènera à rien. Donc, pour moi, ce n'est même pas une option réelle. C'est juste une des choses qu'on peut faire si on veut aggraver la situation. Mais si tu veux vraiment résoudre ce problème, il y a deux approches qui ont un minimum de sens ou de crédibilité. La première, c'est la diplomatie. Évidemment, ça suppose certaines conditions. Il faut savoir donner autant que recevoir si on veut qu'il en sorte quelque chose. Le problème, c'est que pour qu'il y ait un vrai échange, un vrai dialogue, il faut que l'autre camp ait un minimum de confiance. La question la plus importante en ce moment, c'est celle de la confiance. Nous ne pouvons absolument pas faire confiance aux Américains. Donc tout doit être précis, tout doit être défini très clairement avant qu'on puisse conclure un accord. Et il est évident que ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le plan militaire, ils ne pourront pas l'obtenir à la table des négociations, à moins qu'on trouve une solution gagnant-gagnant. Vous voyez, même Araghchi, leur ministre des Affaires étrangères, continue de dire que s'il y a du donnant-donnant, s'il y a une possibilité de gagnant-gagnant, et qu'ils ont une raison de nous faire confiance. Mais en réalité, ils n'en ont aucune, mes amis. Le président Trump, lui, a particulièrement agi dans ce sens.
Ce n'est pas le seul, bien sûr. On peut regarder George Bush, qui s'est retiré de beaucoup de traités. Barack Obama a commis certaines erreurs. Joe Biden aussi. Joe Biden a clairement fait pas mal de choses discutables. Il n'a pas prêté attention à la situation en Afghanistan, ni à certains des engagements que nous avons rompus, sans parler de la manière dont nous sommes sortis d'Afghanistan. C'était un vrai désastre. Mais je ne pense pas que qui que ce soit au niveau de Donald Trump, surtout quand on revient à 2018, au moment où il s'est retiré du JCPOA, l'accord sur le nucléaire. Il a fait assassiner l'un de leurs hauts commandants militaires en 2020. Et ensuite, tout ce qu'il a fait ici, l'opération Marteau de minuit en 2025. Et maintenant, cette guerre, toutes les deux, en plein milieu de négociations. Et puis, on attaque. Et maintenant, le voilà, les mains liées, sans aucune option. Il demande à conclure un accord. Mais c'est un peu comme aller chez un concessionnaire automobile et dire « Ma voiture est tombée en panne, j'ai besoin d'en acheter une autre. Celle-là me plaît, j'aimerais bien l'avoir. » Et eux répondent « Très bien, mais où est votre argent ?» Et lui, il dit « Je vais juste la financer, celle-là. » Ils disent « Ouais, ton score de crédit est autour de 30. Si t'as pas quelque chose comme 700, oublie. Passe ton chemin. » Moi, j'ai 30 parce que j'ai fait défaut sur tous mes prêts, mais j'ai vraiment besoin de celui-là. Alors je me dis, je vais payer un peu plus d'intérêt. Et la banque va me répondre, tu nous prends pour des idiots? Non. Soit tu viens avec du cash, soit tu t'en vas, ou alors tu reconstruis ton crédit et tu reviens quand on pourra peut-être te faire confiance pour rembourser ce prêt. C'est exactement ce qui se passe ici. On a l'équivalent, sur le plan diplomatique, d'un score de crédit d'environ 30, alors qu'il en faut 700 pour conclure ce genre d'accord, parce qu'on a méthodiquement détruit notre crédibilité pour négocier une issue. Voilà où on en est. Maintenant, on est bloqué, parce qu'il pourrait y avoir un accord négocié, mais ils ne veulent même pas en entendre parler. On n'a plus de crédibilité, plus de confiance. Alors qu'est-ce qu'il leur reste? Eh bien, ils se disent, on va simplement continuer à garder le contrôle. Et ça ne laisse qu'une seule autre option possible pour les États-Unis, ce qu'on appelle la théorie du retrait. Le président Trump, et il en a un peu donné un aperçu dans un des extraits précédents, l'a répété une douzaine de fois, même plus. Nous avons la plus grande puissance militaire, nous avons tout détruit, ils n'ont plus de marine, plus de forces aériennes, et ainsi de suite, plus de défense aérienne. Et vous savez, on a frappé fort en pleine nuit. Il lui faudra 20 ans pour tout reconstruire. Et s'ils font quoi que ce soit, on reviendra, ce genre de choses. C'est ce qu'ils pourraient faire. C'est la seule option qui ait une chance de résoudre le problème, parce qu'elle laisse l'Iran maître du détroit d'Ormuz, et ils le resteront pendant un certain temps, probablement longtemps. Ça leur laisse leur capacité militaire. Leur flotte de vedettes rapides reste intacte. Leur force de missiles aussi, entièrement opérationnelle. Et ils gardent le contrôle, ainsi que l'accès à leurs supplétifs, leurs alliés régionaux, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, et ainsi de suite. Tout ça reste en place, et ça leur permet de garder la main sur leurs matières retraitées, où qu'elles se trouvent, et sur leur capacité de retraitement. À part ça, c'est une grande victoire pour les États-Unis. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais il y a encore, aux États-Unis, surtout dans les plus hauts niveaux, et en particulier parmi ceux qui sont liés au camp israélien, des gens qui, comme on vous l'a déjà dit, ne veulent d'aucune solution négociée. Et je vais vous montrer ici un ancien haut gradé de l'OTAN, l'amiral Stavridis, c'est Breedlove, c'est un ancien général de l'armée de l'air américaine. Stavridis, c'est un peu le même profil, mais le général de l'armée de l'air Breedlove dit exactement ce que beaucoup d'autres qu'on vous a déjà montré ont dit avant lui. Et lui aussi voit deux options, mais ces deux options sont un peu différentes des miennes.
but his two options are a little different than mine. Je pense qu'à ce stade, on a essentiellement deux options. L'Iran exerce un certain contrôle sur ce qui se passe dans le détroit, et évidemment, nous contrôlons aussi une grande partie de ce qui s'y passe. Ce serait bien de réduire encore leur capacité à contrôler le détroit. C'est une petite frappe, disons, qu'on pourrait envisager. L'autre option, c'est que pendant tout ce temps où on a eu ce soi-disant cessez-le-feu, l'Iran s'est reconstitué. On sait qu'ils ont remis en place un certain nombre de leurs positions de tir de missiles. Et il est peut-être temps de revenir en arrière et de s'occuper de ce qu'ils ont reconstruit pendant cette période sans bombardement. What are you talking about, a love tap? De quoi tu parles? Un petit coup d'amour, et qu'ils auraient été dans ce soi-disant cessez-le-feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce prétendu cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu, point. On l'a négocié. C'est nous qui avons fait en sorte qu'il existe. Alors je ne comprends pas pourquoi tu fais ces guillemets en l'air, ce soi-disant, ça n'a aucun sens. Mais bon, tu vois, c'est une chose de dire que selon moi, le président Trump montre des signes de déclin cognitif. Je ne pense pas qu'il soit capable d'avoir un raisonnement cohérent, logique et rationnel, parce qu'il perd de ses capacités mentales. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de quelqu'un comme Breedlove, ou de tous ces autres qu'on voit sans arrêt sur les grandes chaînes de télé, à répéter les mêmes choses encore et encore? Des gens comme Jack Keane, le sénateur Graham, Mike Waltz, il y en a plein. Comment tu expliques ça? Ils ne peuvent pas être idiots. D'ailleurs, Doug McGregor disait dans une émission la semaine dernière que beaucoup d'entre eux ne sont pas stupides. Mais alors, comment peut-on défendre quelque chose qui est manifestement faux et qui ne peut pas fonctionner? Est-ce que Breedlove pense vraiment que si on y retourne pour, disons, un petit coup d'amour, quoi que ça veuille dire, il a en tête deux options. Soit un peu de cinétique, soit beaucoup de cinétique pour les faire reculer. Inconscient, complètement inconscient du résultat et des représailles que le camp iranien préparait, alors qu'il l'annonçait pourtant de la façon la plus claire possible. Si vous relancez cette guerre, nous allons frapper les infrastructures énergétiques de vos alliés. Nous allons viser les bases américaines, les bases israéliennes et peut-être même les usines de dessalement dont beaucoup de ces pays dépendent pour simplement survivre. Alors, vous pensez que le prix du pétrole est élevé en ce moment? Parce que depuis des semaines, on puise dans les réserves stratégiques de pétrole un peu partout sur la planète, dans les dépôts de stockage, mais ils sont tous en train de se vider. Ils sont presque à sec. Alors, si vous stoppez le flux venant du Moyen-Orient parce que vous détruisez ou que vous endommagez gravement les infrastructures pétrolières, devinez quoi? Les chiffres vont s'envoler. Parce que là, ce n'est plus une décision politique, c'est une contrainte physique. Et ça peut prendre des années à réparer. Et ce processus, qui dure des années, ne commencera même pas tant que la guerre n'aura pas pris fin, d'une manière ou d'une autre. Même la frappe elle-même ne changerait rien. On parle maintenant de 2027, et ce processus de plusieurs années ne démarrera pas avant qu'on en soit arrivé à une conclusion. Donc la seule chose qui a un minimum de sens à ce stade, c'est la théorie du retrait. Il n'y a aucune option militaire ici, et il n'y a pas non plus d'option diplomatique, parce qu'on n'a plus assez de crédit. Notre crédibilité diplomatique est à 30, à peine. Donc la seule chose qu'on puisse faire pour limiter les dégâts, c'est simplement de se retirer. Et c'est bien la seule fois où je serai d'accord que le président Trump mente en disant qu'on a tout fait si ça permet de mettre fin au mal qu'on subit. À nous, à nos alliés, à nos amis au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït, en Israël, à nos propres troupes, à nos amis en Asie, en Afrique, en Europe, tous ont besoin que ça s'arrête. C'est ce qu'on doit faire.
That's what we need to do. If he chooses any other path, which S'il choisit une autre voie, enfin, la seule autre voie qu'il pourrait choisir maintenant, ce serait de ne rien faire, de ne pas prendre de décision et de laisser les blocus s'affronter comme ils le font déjà. Mais évidemment, tout ce que ça ferait, c'est continuer à faire grimper les coûts déjà intégrés. Chaque jour, ces coûts augmentent encore. Ou alors, il peut opter pour l'une des deux options cinétiques de Breedlove. Et là, la situation deviendrait bien pire. Mais il va devoir agir, et vite. Et je vous le dis, je vous le répète, logiquement, il n'y a qu'une seule issue possible ici. C'est la théorie du retrait. Tout le reste ne ferait qu'aggraver les choses. Bon, on va continuer à suivre ça de près. Et bien sûr, si vous avez vu notre émission plus tôt aujourd'hui avec Dmitry Polyansky, l'ambassadeur russe auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, vous savez qu'il y a des temps dangereux à l'horizon pour la Russie et pour l'Europe. Ce n'est même plus seulement entre la Russie et l'Ukraine. Ça pourrait s'étendre. Ils ont là-bas les mêmes problèmes de manque de confiance. Leur diplomatie a aussi une note de crédit assez basse. Et ils se retrouvent dans une situation assez similaire. Il faut simplement qu'on se retire de cet accord avant d'aggraver les choses. Et bien sûr, tout ce qui se passe ici, comme je le disais, on est encore en début d'après-midi, un vendredi. Donc il y a encore largement le temps pour le président Trump d'essayer de faire quelque chose pour manipuler les marchés, comme il le fait souvent le vendredi. Alors, si quelque chose en ressort, revenez sur la chaîne ou allez voir mon compte X, où je parle souvent de tout ça au fur et à mesure que ça se passe. Mais vous pouvez toujours compter sur le Daniel Davis Deep Dive pour rester libre, sans compromis, et vous apporter la vérité, quelle qu'elle soit, parce que vous avez le droit de la connaître. Et on continuera à le faire pour vous. La prochaine fois qu'une info tombe, revenez ici et on vous expliquera tout. À très vite dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un qui compte pour vous. and send this to somebody you care about.